Il se tenait seul dans la poussière, un berger allemand, à la patte tordue, tremblant sous le poids de chaque murmure dans la foule. Pas une seule main ne s'est levée, aucune. Il le disait briser irréparable un fardeau. Le commissaire-priseur était à deux doigts d'y mettre fin jusqu'à ce qu'un homme que personne n'avait remarqué lève discrètement la main. Pas de mots, pas d'hésitation, juste un geste simple qui déclencherait une chaîne d'événements que personne n'aurait pu imaginer. Qu'y avait-il chez ce chien qui a attiré un étranger de l'ombre? Et quel secret cet homme portait-il? Pour qu'il s'avance droit vers la douleur que tous les autres fuyaient. Cette histoire vous mènera plus loin que vous ne l'imaginez. Un voyage de loyauté, de rédemption et un lien qui pourrait bien changer votre regard sur le monde. L'encan de bétail. De Billings n'était pas exactement le genre d'endroit où l'on allait chercher la grâce. Entre la brume de poussière de bétail, le bruit métallique des portes et les cris incessants des acheteurs évaluant les animaux de travail, il y avait à peine de la place pour respirer, encore moins pour ressentir. Mais ce jour-là, quelque chose a transformé le bruit en silence. Ce n'était pas la voix la plus forte ou le plus gros taureau. C'était le chien. Il est entré en boitant par la porte latérale, comme une ombre essayant de se souvenir comment marcher à la lumière. Un mâle berger allemand, fourrure maculée de boue marbrée d'anciennes blessures, une patte arrière traînant derrière lui comme si elle avait renoncé il y a des mois. Ses côtes saillissaient à travers une fourrure clairsemée et une cicatrice fanée de chaînes s'enroulait autour de son cou comme une mémoire, dont il ne pouvait se défaire. Il n'a pas aboyé, il n'a pas mendié, il s'est juste tenu là, tremblant légèrement, mais gardant sa position comme s'il savait que son destin était sur le point d'être scellé devant des étrangers, qui ne se souciaient pas de connaître son nom. Le commissaire-priseur, d'habitude tonitruant d'énergie, a trébuché sur son discours. Quelques murmures se sont dispersés dans la grange. Celui-là, c'est fini. Il ne vaut pas la nourriture. A probablement mordu quelqu'un. Pas d'enchère. Pas même un regard de pitié. Le silence autour de lui ne venait pas de l'admiration. Il venait de l'indifférence. Pour eux, ce n'était pas un chien. C'était un fardeau avec un cœur qui battait, juste au moment où le commissaire-priseur commençait à passer à autre chose, tapant son marteau vers la porte pour faire sortir le chien, une main s'est levée discrètement à l'arrière. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas agité. Elle s'est juste levée calme et ferme comme si elle attendait ce moment précis. Les têtes se sont tournées. Les murmures ont suivi. Personne ne reconnaissait l'homme. Il portait une veste en cuir usée qui avait vu plus de kilomètres que la plupart des camions dans la cour et des bottes incrustées de boue du Montana. Ses cheveux étaient argentés sur les tempes et une cicatrice fanée courait le long de sa mâchoire comme une carte menant à un endroit, dont il ne parlait jamais. Son nom n'a pas été annoncé. Sa voix n'a pas été entendue. Mais la façon dont il a hoché la tête une seule fois, juste une fois, portait plus de poids que n'importe quelle offre d'argent. Le marteau est tombé. 22. Les gens ont cligné des yeux confus. Pourquoi quelqu'un comme ça voudrait-il un chien comme ça? Était-ce de la pitié, une erreur, ou quelque chose qu'il ne comprendrait jamais? L'homme a marché lentement le long de l'allée. Il n'a pas hésité. Il n'a pas tressailli quand le chien a levé la tête. Le berger allemand fixait jambes chancelantes, mais quelque chose dans ses yeux ambrés a vacillé comme une braise mourante attrapant le vent. Quand l'homme s'est agenouillé à côté de lui, il n'a pas cherché à saisir ou à tirer. Il a simplement posé une main ouverte et posé sur l'épaule du chien. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne s'y attendait. Le chien s'est approché à peine, mais s'est penché sur ce contact comme si c'était le premier contact réel qu'il avait eu depuis des années. Il n'a pas grogné. Il n'a pas pleuré. Il a juste posé son poids contre la jambe de l'homme et a respiré. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas bruyant, mais tout le monde l'a senti. C'était comme regarder deux choses brisées, se souvenir comment se tenir l'une l'autre. Quelqu'un l'a enregistré sur son téléphone. Les images ne montraient pas grand-chose. Juste un étranger et un chien immobile et silencieux dans le chaos d'un enclos d'enchères, mais c'était assez pour devenir viral. Ce qu'elle ne montrait peut-être pas, cependant, c'était la raison derrière cette main levée. L'histoire cachée dans les yeux de l'homme, et ce que le chien ferait dans les jours à venir, laisserait tout le monde se demander combien de douleurs il faut pour finalement ramener quelqu'un à la maison. La route du retour était bordée d'arbres couleur rouille, accrochés au dernier souffle de l'automne. Le vieux pick-up gémissait à chaque bosse, comme s'il avait des opinions. Mais Elijah Kane n'a pas dit un mot.
Il a gardé ses mains fermes sur le volant, ses yeux fixés sur la route devant, bien qu'ils aient cligné vers le rétroviseur plus d'une fois. Où le chien était couché en boule dans la benne du pick-up silencieux, les yeux mi-clos, mais jamais complètement endormis. Chaque secousse le faisait tressaillir comme s'il s'attendait à ce que le monde redevienne cruel à chaque seconde. Mais ce n'était plus l'enclos des enchères. Et Elijah n'était pas comme les autres. La cabane attendait à la lisière de Laurel au Montana où les pins rencontraient le silence et où personne ne venait à moins d'être perdu. Elle se dressait comme une relique à moitié engloutie par les arbres, avec une véranda qui penchait juste assez pour lui donner du caractère. Elijah y vivait depuis des années seul. Pas de visiteurs. Pas de livraison, juste un vieux poêle, une pile de bois empilée avec une précision militaire et un lit qui avait oublié, ce que signifiait être partagé. Il ne ramenait jamais rien à la maison, jusqu'à maintenant. Elijah a porté le chien dans ses bras comme quelque chose de sacré, comme s'il avait peur de réveiller un fantôme. Le chien n'a pas résisté. Il a juste tremblé légèrement, respiration peu profonde, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de se reposer. Elijah l'a déposé sur une vieille couverture, en flanelle près du foyer, ajouté des serviettes et attisé le feu jusqu'à ce qu'il danse. La chaleur s'est infiltrée lentement, enveloppant les bords de la pièce. Pourtant, le chien n'a pas fermé les yeux. Cette nuit-là, Elijah a cuisiné un simple ragoût. Le chien n'a pas mangé, il n'a pas bougé, il a juste regardé, ses yeux suivant chaque pas, chaque soupir, à chaque instant où la main de l'homme planait près de quelque chose de pointu ou de chaud. Ce n'était pas de la peur, c'était de la défense. Comme si quelqu'un lui avait appris il y a longtemps que le calme pouvait vite tourner à la violence. Elijah n'a pas insisté. Il n'a pas donné d'ordre. Au lieu de cela, il s'est juste assis en face de lui et a murmuré, presque au feu lui-même. Rook. Les oreilles du chien ont frémi. Pas grand-chose. Juste assez pour trahir le faible scintillement de reconnaissance ou peut-être de curiosité. Elijah a réessayé plus doucement. Rook, c'est ton nom maintenant. Le chien n'a pas bougé, ne l'a pas rejeté non plus. Mais le silence s'est légèrement déplacé, comme si le vent dehors avait changé d'avis sur la froideur de la nuit. Pendant des heures, Elijah n'a pas bougé de cet endroit. Il n'a pas lu, n'a pas dormi. A juste regardé les flammes vaciller contre les vieux murs en bois, tandis que le chien restait immobile, yeux grands ouverts, toujours à regarder. Quand le feu a finalement craqué d'une certaine manière, Rook a tressailli. Elijah n'a rien dit. Il a simplement tendu la main, tiré une couverture supplémentaire plus près et laissé sa main reposer, sur le bord de la literie. Sans toucher, juste près. Rook a fixé cette main pendant des minutes immobile. Puis, comme s'il testait la gravité elle-même, il s'est déplacé, d'un pouce seulement jusqu'à ce que le bout de sa patte touche les doigts de l'homme. Pas d'éclair, pas de grand déferlement orchestral. Juste deux vies qui avaient été traînées sur le gravier, se trouvant l'une l'autre dans le moment le plus doux, le plus fragile imaginable. Le matin est arrivé avec le givre couvrant les fenêtres et la forêt au-delà encore endormie. Elijah ne s'est pas réveillé, à cause d'aboiements ou de mouvements. Il s'est réveillé à une chaleur à ses côtés. Rook s'était déplacé pendant la nuit s'enroulant près du foyer et plus près de l'homme qui n'avait rien exigé de lui. Ce n'était pas encore de la confiance, ce n'était pas la paix, mais c'était un début. Et les débuts comptent. Parfois, la guérison n'arrive pas avec des trompettes et des lumières vives. Parfois, c'est dans le grattement silencieux des griffes sur les vieux planchers, dans le souffle partagé d'un homme et d'un chien qui ont tous deux trop vu et l'accord silencieux, que peut-être cette cabane pourrait contenir plus que de simples fantômes. Le matin, après leur première nuit sous le même toit, a commencé tranquillement comme la plupart des matins dans la cabane, juste à l'extérieur de Laurel. Dehors, le givre scintillait sur les aiguilles de pin, comme si quelqu'un avait saupoudré de la poussière d'argent à travers la forêt. À l'intérieur, Elijah a préparé un café assez fort pour réveiller les morts. Mais ses yeux n'étaient pas sur la tasse, ils étaient sur le chien. Rook était étroitement recroquevillé près du foyer, un œil entrouvert, toujours à regarder ne faisant jamais trop confiance. La guérison avait un rythme et Rook n'était pas encore prêt à danser. Elijah a posé un bol de nourriture molle, poulet rise un peu de bouillon d'os, mais Rook n'a pas bougé, tant qu'Elijah ne s'est pas assis à côté de lui sur le plancher de bois. Puis, pouce par pouce, comme si son corps avait appris, la trahison par le contact, le chien s'est penché en avant et a commencé à manger, mais seulement si Elijah restait prêt. Il n'a pas gobé comme un errant affamé.
Il s'arrêtait toutes les quelques bouchées, observant l'homme se préparant au bruit d'un pas. Un cri, une main levée de la mauvaise façon. Au fil des jours, la boiterie de Rook ne s'est pas améliorée. En fait, Elijah a remarqué quelque chose de pire. Le troisième après-midi, après une promenade lente et prudente dans la cour, Elijah a essayé de brosser le poil emmêlé du chien près de l'arrière-train. C'est là que c'est arrivé. Un seul coup de brosse, près de la patte arrière, a envoyé Rook dans une vrille. Il a tressailli grogné non par agressivité, mais par terreur. Un son bas et guttural a jailli de sa gorge, non pour blesser, mais pour avertir. Elijah s'est figé. La brosse est tombée. Rook a reculé tremblant queue rentré cœur battant la chamade. Elijah n'a pas crié. Il ne s'est pas avancé vers lui. Il s'est juste agenouillé lentement, paume vers le haut, et a attendu. Rook n'est pas revenu immédiatement. Au lieu de cela, il est resté debout, au bord du tapis-corps, raide, yeux clignants, comme un animal pris au piège, attendant la douleur. 10 longues minutes se sont écoulées avant qu'il ne fasse un pas prudent en avant, puis un autre, jusqu'à ce que finalement son museau se presse doucement dans la main d'Elijah, une reddition silencieuse. Pas de la confiance, juste l'épuisement de porter le poids de ce qui s'était passé avant. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Elijah passait soigneusement ses doigts le long du corps du chien pour vérifier la blessure en guérison, il a remarqué quelque chose d'étrange sous la fourrure. Pas une, mais plusieurs taches circulaires. De minuscules brûlures, certaines anciennes, certaines nouvelles, intentionnelles faites par quelqu'un qui savait exactement où un chien ne pouvait pas atteindre pour gratter ou mordre. Les mains d'Elijah se sont arrêtées. Son souffle s'est coupé. Son visage n'a pas changé, mais ses yeux racontaient une histoire différente, colère, culpabilité, quelque chose de plus profond. Il a fermé les yeux une seconde comme s'il avait besoin de s'ancrer avant de faire quelque chose de téméraire. Alors que le feu vacillait doucement, Elijah a sorti un journal relié en cuir patiné de sous son lit. Il s'est assis à la table de la cuisine stylo en main et a commencé à écrire. Non pas pour que quelqu'un d'autre le lise, mais comme un homme essayant de décharger un poids qu'il ne pouvait plus porter. L'encre a coulé vite. Les phrases étaient brisées. Des noms, des lieux, des questions. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque. Pourquoi n'ai-je pas signalé? Est-ce que je te connaissais? Pendant ce temps, Rook s'est agité dans son sommeil gémissant. Des cris bas de doux jappements, comme s'il était piégé quelque part derrière ses paupières. Elijah s'est approché doucement de lui, s'est agenouillé près du foyer et a murmuré « Tu n'es plus là ». Le corps de Rook a tressailli une fois puis s'est détendu. Le cauchemar est passé, mais les questions sont restées comme de la fumée. Les jours suivants, d'autres schémas sont apparus. Rook tressaillait au son d'une chaîne qui cliquetait. Il se précipitait sous la table quand Elijah laissait tomber un bol en métal. Il grognait non pas contre les gens, mais contre les uniformes. Même la vue d'un chapeau avec un insigne faisait dresser ses poils. Ce n'étaient pas des comportements aléatoires, c'étaient des cicatrices cousues dans le système nerveux. Celui qui avait blessé Rook n'avait pas seulement cassé des os. Ils avaient cassé le langage, la confiance, la mémoire. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'Elijah ne pouvait nommer. Chaque fois que Rook le regardait avec ses yeux pas effrayés, pas confus, mais familiers, ça frappait comme une vague qui ne se brisait pas. Comme si le chien ne voyait pas une nouvelle maison, mais reconnaissait quelque chose qu'il avait déjà connu. Et Elijah le sentait aussi. Ce sentiment étrange que quelque part, d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas leur première rencontre. C'étaient des retrouvailles. Et quoique Rook fuyait, ce n'était pas seulement son passé. C'était peut-être aussi celui d'Elijah. Le silence qui enveloppait la cabane d'Elijah chaque nuit n'était pas seulement paisible. Il était chargé. Comme si l'air lui-même connaissait des secrets qu'il ne révélait pas. Ce genre de silence ne vient pas d'un manque de son, mais d'une vie qui en a déjà trop dit. Et par une nuit comme celle-ci, juste après minuit, le son qui l'a brisé n'était ni le tonnerre, ni le vent. C'était un coup frappé. 3 coups lents et lourds contre la porte. Elijah ne bougea pas, au début. Le chien non plus qui somnolait près du foyer. Ils levèrent tous deux la tête en même temps, raides alertes comme des soldats par instinct. Elijah s'approcha de la porte sans un mot. De l'autre côté se tenait un homme en veste de toile marron, un insigne doré clipsé à sa ceinture. L'adjoint du shérif, Lance Dwyer. Pas un étranger, mais pas exactement un ami non plus. « Bonsoir », dit Dwyer d'une voix basse. « Désolé pour l'heure tardive.
Je me suis dit que vous voudriez savoir. Il y a eu une effraction à l'ancienne Ranch Wilcox. Je pensais que vous vous en souviendriez. Vous y feriez les chevaux, n'est-ce pas? Elijah fixa. Rook s'est interposé sans un bruit. Posture tendue, cul bassé oreille, en arrière. Le moment fut rapide, mais incontestable. Le chien a reconnu le nom. Pas l'adjointe Le Ranch. Dwyer a incliné son chapeau et a laissé une carte sans un mot de plus. Elijah a fermé la porte lentement, verrouillant le pêne et la chaîne. Puis, il est resté immobile longtemps, juste à respirer. Le chien le fixa immobile comme s'il attendait que quelque chose cède. Plus tard cette nuit-là, Elijah est allé au hangar derrière la cabane. Rook l'a suivi, sa boiterie moins prononcée dans le froid. Le hangar n'avait pas été ouvert depuis des années. Ça sentait la rouille, la poussière et un passé dont personne ne voulait parler. Elijah est allé droit au fond, a soulevé une bâche et a découvert une vieille caisse en bois renforcée de coins en fer. Il a fait une pause avant de la sortir. Puis, avec une respiration comme s'il plongeait sous l'eau, il l'a déverrouillée. À l'intérieur se trouvaient que les vestiges d'une vie laissée derrière. Un insigne de l'armée plié et effiloché. Une photo d'un jeune Elijah, debout à côté d'un berger allemand similaire à Rook, mais pas le même. Un collier de cuir déchiré et brûlé sur les bords. Est au fond enveloppé dans du plastique une pile de documents usés, reçus de travaux de ranch, oubliés depuis longtemps, dont plusieurs avec le nom des Wilcox et une signature en particulier qui a fait serrer le poing d'Elijah. Le chien l'observait depuis l'encadrement de la porte. Ses yeux ne clignèrent pas. Son corps ne bougea pas. C'était comme s'il savait ce qu'il y avait dans la boîte avant qu'Elijah ne le sache. Elijah n'a pas dormi. Cette nuit-là, il s'est assis sur la véranda avec Rook à ses côtés. Tous deux enveloppés dans le genre de silence qui vient. Quand le passé n'est. Quand le passé ne frappe pas. Il défonce la porte. Il savait qu'il ne pouvait plus le laisser enterrer. Pas les preuves, pas la culpabilité, et surtout pas le nom griffonné au bas de ce reçu. Un nom qu'il avait espéré ne jamais revoir. Mais il était là, le fixant, comme un miroir sans pardon. Quelque chose avait commencé le jour où il avait levé la main à cette vente aux enchères. Pas un sauvetage, pas même une rédemption. C'était un règlement de compte. Et chaque pas en avant, à partir de ce moment, n'était plus une question de guérison. C'était une question de réponse. Et si les cauchemars de Rook étaient une indication, ils n'allaient pas aimer ce qu'ils allaient trouver. Car quoi qu'il se soit passé chez Wilcox, ce n'est pas resté enterré. Au matin, le givre sur le toit avait déjà fondu en lentes gouttes, battant un rythme qui ne correspondait pas à l'humeur d'Elijah. Le sommeil n'était pas venu. La boîte était toujours ouverte sur la table. Rook faisait les 100 pas près de la porte d'entrée, agité, Paté tapotant le bois comme un rythme de tambour qu'il était seul à entendre. Il n'y avait pas de plan verbalisé. Mais d'une manière ou d'une autre, l'homme et le chien savaient où ils allaient. La route vers le Ranch Wilcox était longue, serpentant à travers les courbes extérieures de la forêt nationale de Custer. Les pinces s'arquaient au-dessus, projetant de longues ombres étroites à travers le gravier. Elijah n'a pas dit un mot en conduisant. Le chien était assis sur le siège passager, corps alerte mais silencieux, yeux scannant l'horizon, comme si quelque chose de familier pouvait surgir des arbres à tout moment. Le camion craquait à chaque bosse, mais ni l'un ni l'autre ne tressaillait. Il portait un poids plus lourd, inexprimé, mais pesant. Le vieux ranch est apparu comme un fantôme. Poteaux de clôture délavés, fenêtres fissurées, grange au toit, effondrée sur elle-même. Mais ce n'était pas seulement la décrépitude. On avait l'impression que c'était le genre d'endroit que les gens avaient quitté à la hâte. Pas à cause de la nature ou du temps, mais à cause de quelque chose dont personne ne voulait parler. Elijah a arrêté le camion et est sorti lentement. Le chien a suivi chaque pas mesurer sa boiterie plus visible sur le sol irrégulier. Ils ne se sont pas dirigés vers la porte d'entrée. Au lieu de cela, Rook s'est dirigé vers les champs arrière, ignorant l'enclos brisé et la remorque à chevaux rouillés. C'était la clairière, envahie par la végétation au-delà de la lisière des arbres qui a attiré son attention. Elijah a suivi de près, observant le chien ralentir près d'une parcelle d'herbe haute et de chardon. Puis soudain, Rook s'est arrêté. Ses oreilles sont tombées. Son corps s'est accroupi bas. Il a reniflé la terre, l'a griffé une fois, puis a levé la tête. Il y avait de légères dépressions dans le sol, comme si quelque chose ou quelqu'un y avait été enterré autrefois.
Pas profond, pas marqué, juste effacé. Elijah est tombé sur un genou et a touché le sol. Froid, humide, immobile. C'est ça, a-t-il murmuré à peine assez fort pour être réel. Le chien n'a pas aboyé, n'a pas gémi, a juste laissé échapper un souffle lent et lourd et s'est assis à côté de lui. L'air s'est épaissi. Elijah a fermé les yeux un long moment, se remémorant des choses qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. De vieux boulots de l'argent rapide, une certaine grange avec des sons dont personne n'a jamais reparlé. Mais c'était plus que de la culpabilité, c'était quelque chose de pire, de la complicité. Il n'en était pas la cause, mais il avait été là. Il avait entendu des choses et s'était enfui. Le chien s'est doucement appuyé contre l'épaule d'Elijah, sans appuyer, juste en étant là. Et ce petit contact silencieux portait le poids d'un pardon qu'Elijah ne pensait pas mériter. Ils sont restés là longtemps, l'homme et le chien côte à côte au milieu d'un champ rempli de fantômes. Mais le silence n'a pas duré. Alors qu'ils retournaient au camion, un mouvement près de la grange a attiré le regard d'Elijah, une forme rapide se faufilant, derrière le bardage pourri. Quelqu'un les avait observés. Il s'est avancé, mais Rook a grogné bas et Guttural le stoppant net. Qui que ce soit, ils ne sont plus sortis. Et Elijah n'a pas poursuivi. Au lieu de cela, il a ouvert la boîte à gants, sorti un bloc-notes plié et écrit 3 mots « Ce n'est pas fini ». Le trajet du retour fut encore plus silencieux, mais le silence n'était plus vide. Il bourdonnait d'urgence. Elijah savait maintenant qu'il ne s'agissait pas seulement du passé de Rook. Il s'agissait de sa propre responsabilité et des affaires inachevées qui attendaient, dans l'ombre des granges oubliées et des pistes papier brûlées. De retour à la cabane, Elijah a posé le bloc-notes boueux sur la table et a commencé à rassembler de vieux contacts des noms qu'il n'avait pas prononcés à voix haute depuis des années. Ranchers, commissaires, priseurs. Des gens qui savaient comment fonctionnait le monde souterrain derrière la façade propre de l'industrie du bétail. Et alors que le feu crépitait, derrière lui, Rook s'est de nouveau recroquevillé sur le tapis, cette fois non pas face à la porte, mais face à Elijah, parce que maintenant, ils n'étaient plus 2 survivants. Ils étaient une unité avec une mission et la vérité n'était plus enterrée. Elijah n'a pas perdu de temps. Dès le lendemain matin, après avoir à peine bu quelques gorgées de café amer, il a chargé le chien dans le pick-up et a mis le cap à l'est, droit vers Bozeman. L'arrière de son esprit bourdonnait de fragments de la nuit précédente. Cette ombre au ranch, les vieux poteaux de clôture qui semblaient cacher la valeur d'un cimetière de secrets. Mais c'était le chien qui le hantait le plus. La façon dont il avait gémi près de la terre peu profonde, la façon dont il avait fixé Elijah comme s'il savait tout. Bozeman était à 1 heure de route et le paysage devenait plus plat, plus ouvert. La poigne d'Elijah sur le volant s'est resserrée, à chaque kilomètre. Il n'était pas allé dans cette clinique vétérinaire depuis des années. Pas depuis que Alina Merrick et lui avaient cessé de se parler après, eh bien, beaucoup de silence. Mais si quelqu'un savait lire plus profondément que les blessures, c'était elle. Au moment où Elijah a franchi la porte, la réceptionniste s'est raidie. « Dr. Merrick », a-t-elle appelé rapidement, sans même demander de nom. Et puis, elle est apparue. Alina Manche retroussait yeux alertes, s'essuyant les mains avec un tissu taché. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas demandé pourquoi il était là. Son regard est immédiatement tombé sur le chien. Le chien a boité derrière Elijah, puis s'est à peine assis, corps tendu, yeux clignants entre les deux, comme s'il lisait chaque moment comme un code. Alina s'est approchée lentement, s'est accroupie sans un mot et a posé une main près du cou du chien. Il n'a pas tressailli. Cela plus que tout lui a dit que quelque chose avait changé. « Elijah », a-t-elle finalement dit, se relevant. « Regardons. » À l'intérieur de la salle d'examen stérile, l'ambiance a changé. Le chien est resté calme, la laissant soulever sa patte, passer ses mains, le long de sa cage thoracique. Mais quand elle a doucement écarté la fourrure, le long de son flanc, elle s'est figée. « Ça ne vient pas d'une clôture », a-t-elle marmonné. « C'est intentionnel. » Le cœur d'Elijah a ralenti dans sa poitrine. « Kevin, qu'est-ce que tu veux dire? » Alina ne l'a pas regardé. Elle s'est concentrée sur le scan. Ancien tissu cicatriciel, anneau de brûlure. Elle s'est déplacée vers sa poitrine, en a trouvé une autre. Ce schéma, a-t-elle recommencé, est généralement causé par des bâtons électriques. Le silence qui a suivi était lourd. Bâton électrique. Elijah a avalé difficilement.
Ses mains se sont crispées sur ses genoux. Il se souvenait des histoires des hussards, des rumeurs dans les ranchs reculés sur la façon de briser les chiens agressifs, de les rendre craintifs. Obéissants ou pire violents pour le sport. Alina a reculé de la table et a expiré. Il n'est pas juste maltraité. Il a été entraîné à survivre à quelque chose à quoi aucune créature vivante ne devrait être obligée de survivre. Et ici, épouse Samasibi Samai. Puis elle a affiché un scan. Il y a une puce. Cela a tout changé. Ils se sont tous deux penchés. L'écran clignota récupérant des dossiers d'une piste numérique poussiéreuse. Quand le nom est apparu, Elijah n'a pas respiré. Alina a hésité avant de le lire à voix haute. Le chien avait autrefois été enregistré sous une installation de détention de bétail qu'Elijah connaissait trop bien, comté de Yellowstone fermé il y a 5 ans. Lié à un homme qui montrait rarement son visage, mais obtenait toujours ce qu'il voulait. La voix d'Alina s'est brisée en lisant la dernière ligne. Propriétaire enregistré Everett Roar. Elijah s'est renfoncé stupéfait. Le nom l'a frappé comme un train de marchandises, Roar, l'homme derrière les enchères. L'homme pour qui Elijah avait autrefois travaillé quand sa vie était devenue sombre. L'homme dont l'opération Elijah avait essayé d'oublier. Mais le chien n'avait pas oublié. Les yeux de Rook n'ont pas cligné. Il a juste tourné légèrement la tête regardant Elijah, aussi silencieux que jamais, comme pour dire « tu savais déjà ». Alina n'a plus parlé. Elle pouvait voir qu'Elijah s'effondrait tranquillement dans le coin de la pièce. Il s'est levé lentement, a marché vers la porte puis s'est arrêté. « Gardez le scan », a-t-il dit. « N'effacez rien ». Dehors, le vent s'était levé. Elijah s'est tenu près du camion. Les yeux fermés, il a murmuré quelque chose que seul le chien a entendu. Un nom, un lieu et une promesse. Car maintenant, il ne s'agissait plus seulement de sauver le chien de son passé. Il s'agissait de s'assurer qu'aucune autre âme, à 2 ou 4 pattes, ne soit jamais piégée sous ce même poids à nouveau. Elijah n'a pas dormi cette nuit-là. Le nom sur ce dossier le poursuivait en cercle résonnant plus fort que le silence dans sa cabane. Everett Roar. Ce n'était pas juste un souvenir. C'était une porte une qu'il avait scellée il y a des années avec un lourd verrou et enterrée dans une partie de lui-même qu'il ne voulait jamais revisiter. Mais maintenant, elle s'était grande ouverte et de l'autre côté se tenait ce chien, le regardant comme un reflet de tout ce qu'Elijah avait autrefois fui. Au lever du soleil, Elijah était assis sur la véranda avec un thermos de café tiède. Le chien était allongé à proximité, sa tête posée sur la botte d'Elijah, respirant calmement mais alerte. Le lien entre eux avait changé plus profond maintenant. Il n'était plus seulement un sauvetage, il était un témoin. Elijah s'est levé, est entré dans le hangar et a récupéré une boîte qu'il n'avait pas touchée depuis plus d'une décennie. À l'intérieur se trouvaient des fragments d'une vie différente, cartes de contractants, vieilles photographies, une fiche de paie avec le nom de Roar griffonné en haut. Preuve. Pas le genre qui tiendrait au tribunal, mais le genre qui ne pouvait pas être ignoré dans l'âme d'un homme. Il avait travaillé pour Roar autrefois. Ferrer des chevaux, réparer des remorques, réparer des clôtures. C'était le travail de surface, mais sous tout cela, il y avait des murmures, des aboiements provenant de hangars toujours fermés, des chiens qui arrivaient et ne repartaient jamais. Elijah l'avait entendu, avait trop vu et avait fait trop peu. Il avait besoin d'argent. Il a détourné le regard. Il est parti quand l'air est devenu trop lourd de fumée et de cris. Et maintenant, ce même mal l'avait suivi jusqu'à Bozeman. Il a appelé l'adjoint du shérif Lance Dwyer. Conversation courte et hachée. Pas de questions, juste un rendez-vous. Ils se sont assis dans un café tranquille dans un coin de la ville, entourés par le bourdonnement de la vie normale, et Elijah a tout exposé pièce par pièce. Pas d'embellissement, pas d'excuses, juste la vérité. Je connaissais Roar. J'ai travaillé pour lui. J'ai vu les cages. Le visage de Dwyer est resté neutre, mais ses yeux se sont rétrécis. Pourquoi maintenant? Elijah n'a pas répondu par des mots. Il a sorti la photo qu'Alina avait scannée du registre de la puce du chien. Une image fanée du chien cicatrisé, mais plus jeune, debout à l'intérieur d'un enclos en grillage avec un numéro agrafé au mur derrière lui. L'expression de l'homme de loi s'est fissurée. « Vous l'avez acheté », a-t-il marmonné. À l'encan, a hoché la tête Elijah. « Je ne le savais pas alors, mais maintenant, oui. » Dwyer a passé une main dans sa barbe. Roar a disparu quand la coopérative s'est effondrée. Pas de traces de papier, pas de résidence. Juste
évaporé dans les bois. Elijah s'est penché voix basse. « Je peux le trouver. » L'adjoint n'a pas demandé comment. Il connaissait des hommes comme Elijah, silencieux abîmés, mais avec une boussole qui pointait plus juste que la plupart. « Si vous le faites, » a dit Dwyer, « ne faites rien de stupide. » Elijah a souri une fois seulement à peine. « C'est déjà trop tard pour ça. » De retour à la cabane, le chien attendait. Quand Elijah est revenu, le chien s'est levé sans ordre et a marché vers la porte. Il savait que ce n'était plus seulement une question de guérison, c'était une question de règlement de compte. Le lendemain, Elijah a fait ses bagages pour le camion. Pas grand-chose, juste l'essentiel. Une corde, une trousse de premier secours, une lampe de poche. Un vieux revolver qu'il n'avait pas touché depuis des années. Le chien a sauté sur le siège passager sans hésitation, comme s'ils avaient déjà fait cela. Dans une autre vie, ils n'ont pas parlé en quittant la ville. Pas besoin. Le vent, à travers les arbres, portait chaque pensée assez fort. Everett Rohr avait bâti son royaume sur le silence et la douleur. Mais maintenant, le silence venait pour lui avec des dents et un passé qu'il ne pouvait pas fuir. Le trajet de retour vers le ranch Wilcox fut silencieux. Mais le silence disait tout. Le chien était assis droit sur le siège passager, les yeux fixés sur la route comme s'il savait exactement où ils allaient. Les mains d'Elijah serraient le volant veine tendue, mâchoire crispée dans cette fureur silencieuse que seul quelqu'un qui a vécu avec la culpabilité assez longtemps peut comprendre. Le passé n'était plus derrière eux. Ils tournaient en rond, attendant un mouvement final. Les nuages s'épaississaient au-dessus de la forêt alors qu'ils atteignaient le tournant près de la lisière de Custer. Le vieux portail pendait toujours de travers. Des écailles de rouille, pas éparpillées, comme des feuilles qu'elle fait mortes sur le sol. Elijah s'était égaré sans couper le moteur. L'air était lourd électrique, comme si les bois retenaient leur souffle. Le chien est sorti le premier boitant, mais déterminé, nez bas oreilles, en alerte. Ils n'ont pas parlé. Ils ont juste suivi le même chemin à travers des clôtures cassées devant les restes carbonisés d'un box où aucun animal n'avait vécu depuis des années. Et voilà à nouveau cet endroit où le chien avait hurlé. Mais cette fois, il n'a pas pleuré. Il a creusé. Elijah est tombé à genoux et l'a rejoint. 10 minutes se sont écoulées. Puis 20. La terre a cédé à quelque chose de solide. Une petite boîte en métal rouillée aux charnières, enveloppée dans des couches de tissu en décomposition. Elijah a hésité un instant, cœur battant comme un tambour d'avertissement dans sa poitrine, puis l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des images de chiens, des dizaines blessés en cage, certains à peine reconnaissables. Il y avait aussi des documents des registres de paiement des bordereaux d'enchères, un bloc-notes avec des dates et des codes griffonnés. Et tout au fond, une liste de noms. Elijah a scanné jusqu'à ce qu'il le trouve le sien, à côté d'une ligne qui disait « Ferrage transport sans question ». Son souffle s'est coupé, mais la patte du chien a de nouveau gratté le bord de la boîte. Elijah a baissé les yeux. Une autre photo avait glissé sous la pile, une qui n'avait pas pâli comme les autres. C'était le chien plus jeune, plus maigre. Une chaîne enroulée autour de sa poitrine, numéro 1369 sur l'étiquette du box. Elijah l'a regardé. Le chien a regardé en retour. Il n'y avait pas d'accusation, juste de la reconnaissance et quelque chose de plus profond. Comme s'il avait attendu toute sa vie ce moment, que quelqu'un ne se contente pas de témoigner de ce qui lui avait été fait, mais agisse. Elijah s'est levé main tremblante et a emballé la boîte dans un sac en toile. Ils ont quitté le ranch sans un mot. Mais le feu brûlant dans la poitrine d'Elijah avait maintenant une mission. De retour à Bozeman, Elijah est entré directement dans le bureau du shérif avec le chien à ses côtés. Dwyer l'a rencontré à la porte. Un seul regard sur le visage d'Elijah et il a su. Quoi qu'ils aient attendu, c'était arrivé. Elijah a laissé tomber le sac sur le bureau. « C'est tout », a-t-il dit. En fin de journée, la chasse à l'homme a été rouverte. Le nom de Rohr a circulé parmi les agences comme une traînée de poudre. Des mandats satellites ont été émis. De vieux dossiers ont été réactivés. Ce qui avait été enterré dans l'ombre siégeait maintenant au centre de la ville, sous un projecteur, que personne ne pouvait éviter. Le lendemain matin, alors que la neige tourbillonnait légèrement sur les trottoirs du centre-ville de Bozeman-Elijah, et le chien sont sortis du poste. Les gens se sont arrêtés. Certains les ont reconnus de la vidéo de Lincoln qui était devenue virale des semaines plus tôt.
Quelques-uns se sont même approchés, mais personne n'a parlé tout de suite. Tout de suite. Ils ont juste regardé l'homme et le chien traverser la ville, comme s'ils appartenaient maintenant à cet endroit. Elijah a baissé les yeux vers le chien, prêt à rentrer à la maison. Un léger frémissement de queue juste une fois. Ils ne se sont pas tournés vers la cabane, mais vers un nouvel endroit qu'Elijah construisait en secret. Une petite parcelle de terre près de Livingston, où aucune chaîne ne toucherait plus jamais un coup, où les chiens guériraient, couraient, se reposeraient. Rook serait le premier résident. Plus seulement un survivant, mais un gardien. Parce qu'au final, certaines histoires ne parlent pas seulement de survie. Elles parlent de retour d'une âme brisée qui choisit d'en soulever, une autre jusqu'à ce qu'aucun des deux ne se souvienne qui a sauvé qui. Et quant à Roar, c'est une autre piste. Mais il est maintenant chassé, tout comme il chassait les autres. Elijah et le chien n'ont jamais regardé en arrière. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient déjà transformé la douleur en but. Et quelque part dans le vent qui les suivait, le passé a finalement lâché prise.